gloire, elle était la gouaille, l'humour et l'insolence. Elle restera l'un des monstres sacrés du cinéma français. L'inimitable Arletty s'est éteinte hier à l'âge de 94 ans. Son parcours avec Jacques Garnier. Atmosphère, atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Cette réplique, lancée d'une voix gouailleuse en 1938 face à Louis Jouvet dans Hôtel du Nord de Marcel Carné, aura suffi à assurer la gloire cinématographique d'Arletty, celle que l'on avait baptisée l'impératrice des faubourgs. Son insolence canaille, sa beauté altière, ont fait d'elle une vampe populaire et aristocratique. Après Jacques Feder et Sacha Guitry, c'est Marcel Carné, associé à Henri Janson et Jacques Prévert, qui lui offrira ses plus beaux rôles. Le jour se lève avec Jean Gabin, Les Visiteurs du soir et surtout Les Enfants du paradis, où elle campait Garance, la fleur du crime, entre Jean-Louis Barrault et Pierre Brasseur. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? À la Libération, sa carrière cinématographique sera en partie brisée. On lui reprochera une liaison avec un officier allemand. Mon péché, confessera-t-elle. Elle fera son retour au théâtre et triomphera dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams et Les monstres sacrés de Jean Cocteau. Le théâtre aura été mon luxe, le cinéma, mon argent de poche. Les obsèques d'Arletty auront lieu mercredi prochain. Ses cendres seront inhumées au cimetière de Courbevoie. Arletty, née à Courbevoie, issue d'un milieu social très modeste, incarnait l'insolence des faubourgs parisiens. Dans le 16e arrondissement de Paris, où elle a fini ses jours, elle était particulièrement appréciée. Dominique Dumas. Arletty est morte sereine, au milieu de ses proches, dans son appartement parisien. Depuis plus de 30 ans, atteinte de cécité, elle avait décidé de se retirer de la vie publique et du cinéma. Ses amis, le couturier Alaya et le journaliste Alain de Montpion, savaient pourquoi elle avait fait ce choix. Elle voulait que son public, qui ne pouvait plus la voir ni sur les scènes ni sur les écrans, conserve d'elle l'image qu'elle avait voulu laisser au théâtre et au cinéma dans les dernières années où elle pouvait encore jouer. Arletty était pudique et discrète. Ses dernières sorties à Paris étaient réservées à ce restaurant, le Hameau d'Auteuil, à 100 mètres de chez elle. Sa table et ses objets nous rappellent sa présence irremplaçable. Elle était très sympathique, toujours charmante, aimant bien les jeunes, voulant les aider. Elle avait une voix formidable, elle avait une voix jeune, un rire dont on se souvient toute sa vie. Et puis voilà, je suis très troublée de sa mort. Elle était très très aimée. Voilà. Et puis c'était une bonne artiste. Arletty était généreuse. Les ventes du parfum qui porte son nom vont à la recherche sur le sida. Comme Garbeau et Dietrich, Arletty était une impératrice qui n'a pas voulu d'honneur, de fleurs, ni de couronne. Ce soir, FR3 bouleverse ses programmes pour rendre hommage à la comédienne. À 21h45, vous pourrez découvrir Arletty sur le divan d'Henri Chapier. Et puis surtout, après Soir 3 à 22h30, ne manquez pas la rediffusion de l'Hôtel du Nord de Marcel Carné. Une journée clé au procès du sang contaminé par le sida. 3 anciens ministres ont été entendus cet après-midi. Témoignage capital pour tenter de comprendre si le drame a été provoqué par une méconnaissance des risques ou par une longue chaîne d'erreurs. Compte rendu des débats, Clément Belrénal. L'île de la Cité et le quai des Orfèvres entièrement bouclés, il est rare que dans un procès, les consignes de sécurité entourant l'arrivée des témoins soient supérieures à celles réservées aux prévenus. Quelques minutes après Edmond Hervé, accompagné de son conseil, Georgina Dufoy arrive au palais de justice. Les traits tirés, le visage défait. 14h, l'audience démarre. Georgina Dufoy va devoir attendre plusieurs heures dans la salle réservée aux témoins, alors que dans une atmosphère surchauffée, son ancien secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé, comparaît. Immédiatement, les avocats de la défense ouvrent le feu. Vous n'êtes ni témoin à charge ni témoin à décharge, vous êtes témoin fautif, précise l'un des avocats, qui rappelle le jugement du tribunal administratif de décembre 91 pour qui l'autorité sanitaire a commis en l'espèce une faute lourde. Seule ligne de défense du témoin, l'ancien secrétaire d'État à la Santé n'a rien vu, rien entendu, n'a reçu aucune lettre ni avertissement des responsables du CNTS. Quant au professeur Roux, ancien directeur général de la Santé, qui avait pourtant à l'époque multiplié les avertissements, Edmond Hervé ne se rappelle plus très exactement s'il l'a rencontré ou pas. Après plus de 2 heures de déposition, dans une ambiance parfois difficile, Edmond Hervé quitte le palais de justice sans faire la moindre déclaration. C'est maintenant à Georgina Dufoy de subir le feu croisé des questions de la défense et des parties civiles. L'audience devrait se poursuivre tard dans la soirée.
Et nous retrouvons en direct du palais de justice Clément Belrénal. Les débats se sont poursuivis, Clément, notamment avec le témoignage il y a quelques instants de Georgina Dufoy. Oui, alors justement, Georgina Dufoy est en train de s'expliquer, de témoigner depuis plus d'une heure devant la 16e chambre correctionnelle. Alors pour le moment, on n'assiste pas à de grandes déclarations, mais plutôt à un débat très technique, à une série de questions pour essayer de comprendre très précisément qui savait quoi sur le sida en 1985, essayer de comprendre comment l'information a circulé, ou plutôt comment elle a mal circulé entre les médecins et les administratifs. Alors pour le moment, la ligne de défense de Georgina Dufoy est assez simple. Elle dit, eh bien, comme tout le monde, je n'avais pas assez de connaissances scientifiques sur le sida, au moins jusqu'en juillet 1985. Alors quant à la décision de distribuer les produits non chauffés, donc contaminés jusqu'au 1er octobre 1985, Georgina Dufoy explique, eh bien, ce sont les experts qui nous ont unanimement proposé cette date, donc nous avions le sentiment d'un consensus général et en tant qu'autorité de tutelle, nous n'avons pas eu à arbitrer ou à trancher. Et d'ailleurs, après 6 semaines d'audience, c'est l'une des grandes questions, qui donc a proposé cette date du 1er octobre 1985? On a un peu le sentiment qu'elle est apparue presque mystérieusement dans le décret de juillet 1985 et c'est la question à laquelle le tribunal va devoir répondre à l'issue de ce procès. Merci Clément pour cette 23e audience du procès. Une nouvelle manifestation de colère d'ACT UP, association de lutte contre le sida, sous les fenêtres de la 16e chambre correctionnelle. Plusieurs dizaines de manifestants réunis. Ils ont versé également dans la fontaine Saint-Michel un colorant rouge, symbole du sang contaminé. Alors pour mieux comprendre la chaîne des responsabilités, retour sur cette année 1985, capitale dans le drame de la transfusion. Le retour en arrière tout de suite avec Christian Mez. Qui était censé être responsable de quoi en 85? Dans cette affaire où chacun renvoie la responsabilité vers l'autre, même les organigrammes renferment des questions. Seule certitude, le Premier ministre de l'époque se nommait Laurent Fabius. Dans son gouvernement, Georgina Dufoy était alors ministre des Affaires sociales. Et c'est Edmond Hervé, secrétaire d'État, qui était directement en charge de la santé. Mais déjà, à cet échelon politique, rien n'est clair. Car bien sûr, pour maîtriser des dossiers techniques ardus, les 3 ministres sont entourés de médecins qui sont censés les conseiller. 3 niveaux donc, et déjà 6 hommes et femmes, dont les relations sont parfois difficiles, voire conflictuelles, comme celle d'Edmond Hervé et de Madame Dufoy. Mais les centres de responsabilité se diluent plus encore dès lors que l'on examine l'organigramme complet de cet univers de la santé. On y trouve pêle-mêle et interdépendants le professeur Jacques Roux à la Direction Générale de la Santé, le docteur Robert Netter au Laboratoire National de la Santé, le professeur Jean Ducot à la Commission Consultative de la Transfusion Sanguine et enfin le docteur Michel Garetta, directeur général du Centre National de Transfusion Sanguine, avec son responsable de recherche, le docteur Jean-Pierre Alain. C'est dans ces méandres économiques, scientifiques mais aussi politiques que le tribunal tente aujourd'hui de dire où, en 85, s'est cachée une information capitale et mortelle. C'est une foule immense qui a rendu un dernier hommage ce matin au juge Borsellino. Des funérailles ouvertes à tous à Palerme, alors que le Sénat italien a voté la confiance au gouvernement pour qu'il adopte un nouveau plan de lutte contre la mafia. Pierre Freudenreich. Sa détermination l'a tué, son abnégation est saluée. Comme des milliers de Palermitains, Oscar Luigi Scalfaro, le président italien, dont on se plaît à rappeler qu'il n'a jamais côtoyé lui, la mafia, a rendu un dernier hommage, vibrant d'émotion, tôt ce matin à Paolo Borsellino. Sur les toits, les carabiniers. Dans les rues, des Italiens émus. Ceux, nombreux qui n'ont pu entrer dans l'église, suivront l'office religieux par haut-parleur. Obsèques privées en l'église Santa Luisa de Palerme, conformément au souhait de la veuve de la victime, la foule s'est abstenue de répéter les incidents qui avaient marqué mardi les funérailles des 5 gardes du corps. Le juge Borsellino était l'un des 3, un inséparable trio, 3 hommes, 3 amis, 3 Siciliens, 3 magistrats. À eux 3, ils étaient le pool anti-mafia, pour disperser les risques, pensait-il. Un juge d'instruction, un procureur et un avocat général. 2 sont morts assassinés, Giovanni Falcone, le juge, et Paolo Borsellino, le procureur. Reste aujourd'hui l'avocat général, Giuseppe Ayala, seul. Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín, est prêt à se rendre sous condition. C'est ce qu'affirme le gouvernement colombien. Pablo Escobar, vous le savez, s'est enfui il y a 2 jours de sa prison. Parmi les conditions posées, il demande de continuer à être détenu dans la même prison.
Le ton monte contre l'Irak. Plusieurs options militaires contre Bagdad ont été discutées aujourd'hui à la Maison-Blanche, à Washington. Depuis hier, vous le savez, États-Unis, Grande-Bretagne et France envisagent la possibilité de lancer un ultimatum à Saddam Hussein. Ce matin, des inspecteurs des Nations Unies ont quitté Bagdad sous les nuées de centaines de manifestants. Bagdad leur a interdit l'entrée du ministère de l'Agriculture, où ils devaient effectuer des vérifications d'armement. De nombreuses personnes ont brûlé le drapeau américain pour manifester leur colère contre les Occidentaux. La solution de l'affaire Honecker est proche. L'ancien numéro 1 communiste est-allemand va prochainement quitter l'ambassade du Chili à Moscou, où il s'est réfugié depuis plus de 7 mois. Pour la première fois, les gouvernements d'Allemagne, de Russie et du Chili affirment s'être mis d'accord. Erich Honecker devrait bientôt être jugé par la justice de Berlin. L'actualité en France, à présent, pour la première fois depuis le début de l'année, le commerce extérieur est retombé dans le rouge au mois de juin, avec un déficit de 951 millions de francs, un déficit essentiellement dû à une envolée des importations, tandis que les exportations progressent moins vite. Les dockers CGT des ports de Marseille et de Sète en grève aujourd'hui et demain dans le cadre du conflit sur la mensualisation de leur profession. Ils étaient plus de 500 à manifester cet après-midi dans les rues de Sète. Jean-Paul Chapelle. Solidarité des irréductibles. Les dockers de Marseille ont fait le déplacement jusqu'à Sète pour retrouver leurs camarades et manifester encore plus nombreux dans les rues de la ville. 600 dockers en tout qui protestent contre la réforme de leur statut et veulent, dans un port comme dans l'autre, plus de dockers mensualisés que ce que leurs patrons ne peuvent accepter. La manifestation s'est dans l'ensemble déroulée dans le calme, mais peu avant 18 h, un incident a éclaté. Notre confrère de FR3 filmait un docker donnant des coups dans la porte de la mairie. Le caméraman André Gasque a alors été agressé par des dockers venant de Marseille. L'affaire Grégory revient à la une de l'actualité après 7 ans d'instruction. L'hebdomadaire Le Point publie dans son nouveau numéro le réquisitoire définitif du procureur général de Dijon. Il conclut à l'innocence de Christine Villemain, la mère de Grégory. Commentaire Isabelle Thomas. Christine Villemain innocentée. Telle est la conclusion du procureur général de Dijon dans son réquisitoire définitif que publie l'hebdomadaire Le Point à paraître demain. Il ne résulte pas de charges suffisantes à l'encontre de Christine Villemain d'avoir commis le crime d'assassinat dont elle a été inculpée, conclut le procureur. Christine Villemain était inculpée depuis 1985. Ce soir... C'est une réaction d'un avocat particulièrement satisfait, cela va de soi, de savoir qu'après 5 années d'instruction à Dijon, c'est-à-dire 5 années après qu'il y ait eu ce supplément d'informations à Dijon, l'erreur judiciaire est redressée. Et nous nous acheminons maintenant avec un degré de certitude vers l'innocence de Christine Villemain. 8 ans après la mort du petit Grégory, il appartiendra à la chambre d'accusation de Dijon de rendre une décision définitive le 21 septembre prochain. Une fillette de 4 ans disparue depuis hier soir à Lille est activement recherchée aujourd'hui par la police. Selon les témoignages d'enfants, elle aurait été emmenée par un homme blond de type européen alors qu'elle jouait au pied de l'immeuble où elle habite. Reportage Christian Buzine et Laurence Mesfeld. Nadja jouait avec des amis dans la cage d'escalier de son HLM. Soudain, un homme châtain, de grande taille, vêtu d'un t-shirt rouge et d'un pantalon blanc, pénètre dans l'immeuble. Il s'approche des enfants. D'après leurs témoignages, il se saisit alors de Nadja, la prend dans ses bras et disparaît avec elle. C'était hier soir, vers 18 h 20. On est depuis sans nouvelles. Seul un homme est venu se présenter spontanément au commissariat hier soir à minuit. Alors qu'il rentrait chez lui vers 21 h 30, il a été bousculé par un homme qui marchait très vite. Il se trouvait alors sur la piste cyclable, derrière le quartier de Belfort, vers Ronchin. L'homme qui l'a bousculé tirait derrière lui une fillette. Le témoin est formel, il s'agissait de Nadja. Toute la journée, la police a passé le quartier et ses environs au peigne fin. En tout, 17 inspecteurs et 60 gardiens de la paix ont ratissé tous les taillis, visité toutes les caves, mais pour l'instant sans résultat. Tout ce que je demande, c'est de revoir ma fille. Elle est toute petite et c'est un bébé encore. C'est un ange. Elle n'a rien fait, elle est innocente. C'est que son nounours qui me reste, c'est tout. Les parents de Nadja vivent séparés depuis une quinzaine de jours. Ils ont été entendus 2 fois par la police aujourd'hui, mais rien n'a filtré des interrogatoires. Alors, règlement de compte familial ou geste d'un déséquilibré, aucune piste n'est pour l'instant écartée.
Les sports à présent, et revoilà Indurain vainqueur d'un contre-la-montre. L'Espagnol a remporté brillamment la 19e étape du Tour de France. Alain Dorgans. Le plus grand déçu de ce contre-la-montre individuel aujourd'hui entre Tours et Blois, le Français Pascal Lino, qui a laissé échapper la 3e marche du podium. Ses forces l'ont abandonné, celle-là même qui lui avait permis d'endosser le maillot jaune pendant plusieurs étapes. Lino dans un mauvais jour et c'est un rêve qui s'évanouit. Il restera malgré tout la grande révélation de ce Tour de France. Lino termine à plus de 5 minutes, mais il sauve sa 5e place au classement général. Bugnot, qui était à la lutte pour la 3e place avec Lino et Amstein, réalise une bonne opération. Sa course du jour conforte son statut de champion du monde en titre. À 2 doigts de réaliser la victoire d'étape. À moins d'un accident, il est sûr maintenant d'être sur la 3e marche du podium sur les Champs-Élysées. Il termine à 40 secondes, juste derrière le vainqueur du jour, Miguel Indurain, impérial dans son jardin. Il a laminé ses adversaires à une vitesse de plus de 50 km/h. Indurain, avec le panache qu'on lui connaît, conforte sa place au classement général. Il remporte cette étape facilement à quelques secondes de Capucci. L'Espagnol a désormais son 2e titre en poche. À Barcelone, le décompte a commencé. Dans 24 heures, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dans une capitale catalane transfigurée. Une région qui profite de cet événement mondial pour revendiquer sa culture, sa langue, sa richesse. Sur cet élan catalan, voyez le reportage de Caroline Sins et Christos Camilliris. Rués sur les drapeaux indépendantistes catalans sur les Ramblas en plein centre-ville. Jeunes et vieux se les arrachent. Tous sont catalans avant d'être espagnols. Cette distribution est organisée par le Parti républicain catalan de gauche, le plus vieux parti indépendant qui regroupe 7000 militants. Leur combat, l'autonomie de la Catalogne. Il y a une nation catalane différente des Espagnols. Et vous savez, en France, la partie de ce qu'on appelle le département des Pyrénées-Orientales, ça c'est catalan, c'est la Catalogne du Nord, c'est à nous, c'est pas aux Français. Les Barcelonais s'affichent. Dans toute la ville, aucun drapeau espagnol, mais ceux de la Catalogne. Ici, on parle catalan, pas espagnol. Cette langue, interdite pendant 36 ans sous Franco, est l'une des 4 langues officielles des Jeux Olympiques. Ma langue maternelle, c'est le catalan. Et je m'exprime avec mes frères, mes parents, mes grands-parents, toujours en ma langue. Et l'espagnol ou le castillan, je l'emploie dans ma profession, dans mes études et aussi dans ma culture. La Catalogne a son propre parlement, ses journaux et même un hymne national, Els Segadors, les moissonneurs. Les Segadors, c'est un hymne qui a été interdit pendant beaucoup d'années par Franco et il y a une génération comme nous que nous n'avons pas la chanter. Un hymne aux paroles symboliques. Catalogne, puis triomphera et deviendra riche et sereine. Parfois, nous fauchons les blés, mais nous pouvons briser les chaînes. La Catalogne, opprimée sous Franco, clame aujourd'hui son identité. On peut dire au monde que les Jeux olympiques représentent le désir des Catalans de catalanité, d'indépendance, d'ouverture, de paix, de fraternité. Demain, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, l'hymne catalan sera joué et le drapeau sang et or flottera sur le stade. L'expression symbolique d'un peuple qui se veut à côté de l'Espagne. 390 athlètes formeront la délégation française à Barcelone. L'objectif sera de faire mieux que les 16 médailles remportées il y a 4 ans à Séoul. Présentation des meilleures chances françaises avec Alain Dorgans et Robin Teboul. En équitation, Éric Navet semble très bien placé pour obtenir une médaille olympique. Accusé du dopage de son cheval Quito de Bossy, Éric Navet s'est lavé de tous les soupçons qui pesaient contre lui. Champion du monde, champion d'Europe, Éric serait le premier à remporter la triple couronne s'il devenait champion olympique. L'athlétisme fonde tous ses espoirs sur Marie-Josée Pérec. Champion du monde sur 400 mètres, la Guadeloupéenne n'a pas de rival sur la distance. Sa foulée féline devrait lui permettre de faire résonner la première Marseillaise de l'athlétisme féminin depuis Colette Besson à Mexico en 1968. Les relayeurs français vont-ils infléchir la tendance qui les positionne toujours placés mais jamais gagnants au niveau mondial? Mission presque impossible, tant les Américains, même s'ils se privent de Carl Lewis, paraissent invulnérables. Après des Jeux d'Albertville jugés satisfaisants, les sports d'été seront-ils au diapason?
L'ensemble des techniciens s'accordent à reconnaître qu'en valeur pure, nous avons à l'heure actuelle 45 possibilités de médailles. Bon, on sait que ce n'est pas possible, que les athlètes réalisent leur meilleure performance le jour J. Mais les techniciens ont l'habitude de diviser par 2, et si bien que il ne serait pas prétentieux d'avancer qu'on peut avoir entre 20 et 23 médailles. Le judo constituera comme d'habitude une des meilleures chances du sport français à Barcelone. Stéphane Traîneau chez les 95 kg et Cécile Novak chez les 48 kg seront les grands favoris de leur catégorie. Jeannie Longo se remettra en selle pour couronner une carrière exemplaire à 34 ans, elle qui a tout raflé, sauf l'or olympique. Première course, première possibilité de médaille pour la natation française avec Catherine Plewanski en lice dès dimanche. À Séoul, la Savoyarde avait connu la joie du bronze. À Barcelone, elle essaiera de goûter au plaisir de l'argent, voire de l'or. Culture enfin avec un Don Juan transformé en rocker au Festival d'Avignon. Le chorégraphe Jean-Claude Galota nous présente dans la cour d'honneur du Palais des Papes la légende de Don Juan, un spectacle très original. Ultime répétition hier soir sous les yeux indiscrets de Dominique Poncet et Hervé Gutmann. Dans moins de 3 heures d'horloge, ce jeune homme gracile sera Don Juan. C'est son ultime répétition. Sous l'œil attentif du chorégraphe Jean-Claude Galota, ils sont 16 danseurs en cette fin d'après-midi à poser leur marque, esquisser des pas, bref, à s'approprier le vaste plateau de la cour d'honneur du Palais des Papes. La cour, pour tout artiste, c'est à la fois l'emblème de la consécration et le lieu de tous les tracts. Parce qu'il y a une pression assez forte ici, que tu sens quand tu arrives ici dans ce lieu. Il y a vraiment une... Même sans public, c'est de la magie ici en fait. Donc il faut sentir, et puis... La cour d'honneur, c'est un très bel espace pour un chorégraphe. Surtout un chorégraphe qui a essayé d'être peintre, parce que c'est un plateau magnifique, c'est comme une plage, voilà. Et quand on fait passer un personnage, déjà, il vit. Et moi, je me suis régalé dans les répétitions. Alors, je ne sais pas le spectacle, mais déjà dans les répétitions, on dirait des oiseaux qui atterrissent sur une plage grise. 22 heures, devant une cour pleine à craquer, la légende de Don Juan commence. Surprise, ce Don Juan-là ne doit rien à Molière, ni non plus à Mozart. Il est rocker saxophoniste et solitaire. Les femmes, il ne les séduit pas, il les rêve au cours de longs monologues intérieurs. En ménageurs, en pauvres pêcheurs, en confessés, en repentis, en trophées. Yeah, 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 yeah. Du point de vue de la danse, il y a quand même des très beaux moments. Il y a une ouverture magnifique. J'ai trouvé que c'était un peu moins bien que Madonna et Prince, mais à côté de ça, il y a des moments qui sont pleins de grâce et pleins d'émotions. Et c'est vrai que cette légende de Don Juan doit tout au show de rock. Mais Jean-Claude Galota est un enfant terrible qui s'est nourri de jazz dance et de cinéma. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Dans quelques petites secondes, les prévisions météorologiques complètes de Florence Klein. Vos programmes ensuite à 20h15 La Classe, à 20h45 Thalassa, puis Arletty sur le divan d'Henri Chapier. Je vous retrouve avec plaisir à 22h10, juste avant la rediffusion de l'Hôtel du Nord. À tout à l'heure, bonne soirée à tous.